Uvira dans le chaos. Entre retrait du M23, défaillance des FARC et répression politique. L'arrestation d'Aubin Minaku. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui évolue heure par heure, une situation qui révèle toute la complexité et la tragédie de ce qui se passe en République démocratique du Congo en ce moment même. Alors que vous regardez cette vidéo, la ville d'Uvira au Sud Kivu vit des heures chaotiques. Le M23 prétend s'être retiré, les FARC et les Wazalando sont entrés dans la ville, mais au lieu de la libération tant attendue, c'est le pillage, les coups de feu et la confusion qui règnent. Pendant ce temps, à Kinshasa, le gouvernement de Félix Tshisekedi continue sa campagne de répression contre l'opposition politique. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2026, Aubin Minaku, vice-président du PPRD et ancien président de l'Assemblée nationale, a été arrêté à son domicile et emmené vers une destination inconnue. C'est la dernière arrestation en date dans une longue série qui cible les figures de l'opposition, particulièrement celles liées à l'ancien président Joseph Kabila. Ce qui se passe à Uvira et ce qui se passe à Kinshasa sont deux faces d'une même crise. D'un côté, l'incapacité militaire et l'instabilité sur le terrain. De l'autre, l'autoritarisme croissant et la fermeture de l'espace politique. Et au milieu, le peuple congolais qui paie le prix. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qui s'est réellement passé à Uvira ces dernières semaines, pourquoi les FARC n'ont pas pu empêcher la prise de la ville, et comment l'arrestation d'Aubin Minaku s'inscrit dans une stratégie plus large de musellement de l'opposition. Restez avec moi, car cette histoire mérite d'être racontée. Partie 1. Uvira, la ville stratégique tombée puis libérée. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre Uvira et pourquoi cette ville est si importante. Uvira n'est pas une ville comme les autres. Située au Sud Kivu, à la pointe nord du lac Tanganyika, cette ville se trouve à la triple frontière entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. Uvira est devenue capitale provinciale provisoire du Sud Kivu après la chute de Bukavu en février 2025. Oui, vous avez bien entendu. Bukavu, la vraie capitale provinciale, était déjà tombée aux mains du M23. Uvira était donc le dernier bastion gouvernemental majeur dans cette province stratégique. La ville contrôle la route nationale 5, une artère vitale qui relie le nord et le sud du Sud Kivu. Qui contrôle cette route contrôle le mouvement des personnes, des marchandises et surtout des ressources minérales de cette région extrêmement riche. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé en décembre 2025. Le 1er décembre, le M23 lance une offensive majeure sur Uvira. Cette offensive vient quelques jours seulement après la signature des accords de Washington le 4 décembre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. L'encre était à peine sèche sur cet accord de paix que le M23, soutenu par le Rwanda selon l'ONU, lançait son assaut. Entre le 9 et le 10 décembre 2025, Uvira tombe. Les FARC se retirent. Le gouverneur du Sud Kivu et les autorités provinciales doivent fuir. Au moins 400 civils sont tués dans les combats entre Bukavu et Uvira. Plus de 200 000 personnes fuient, dont plus de 30 000 traversent au Burundi. La chute d'Uvira a été rapide et dévastatrice. Selon Human Rights Watch et d'autres organisations, le M23, appuyé par plusieurs milliers de soldats rwandais dont des forces spéciales, a utilisé des drones d'attaque, de l'artillerie lourde et des armes avancées. Face à cet arsenal, les FARC ont été rapidement dépassés. Mais voici où l'histoire devient encore plus compliquée. Le 17 décembre 2025, sous pression des États-Unis, le M23 annonce qu'il va se retirer d'Uvira. Corneille Nangaa, le leader de l'Alliance Fleuve Congo qui inclut le M23, poste une déclaration signée disant que les combattants vont se retirer de la ville. Des images exclusives diffusées sur Al Jazeera semblaient montrer des dizaines de combattants et de véhicules du M23 quittant la ville. Mais était-ce un vrai retrait ou une mise en scène? C'est la question que tout le monde se posait. Le 15 janvier 2026, le M23 réitère son annonce de retrait. Dans une lettre au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Corneille Nangaa dit que le M23 place Uvira sous la responsabilité de la communauté internationale. Il annonce le désengagement de son unité d'observation et de monitoring et décline toute responsabilité future pour la sécurisation de la ville. Le samedi 17 janvier, une colonne de combattants du M23 est vue quittant Uvira. Certains à pied, d'autres dans des camions. Le dimanche 18 janvier au matin, les milices Wazalando, alliées aux FARC, entrent dans Uvira. Et c'est là que tout dégénère. Partie 2. Le chaos du 18 janvier. Quand la libération tourne au pillage. Le dimanche 18 janvier 2026 restera dans les mémoires des habitants d'Uvira comme un jour de chaos total. Ce qui devait être la libération de leur ville s'est transformé en scène de pillage, de tirs et de confusion généralisée.
Dès l'entrée des Ouazalando dans Uvira, des coups de feu ont été tirés en l'air. Selon les témoins, c'était pour marquer leur arrivée, mais aussi pour vérifier s'il y aurait une réplique des combattants du M23 qui seraient restés cachés dans la ville. Car le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Puruzi Sadiki, avait tiré la sonnette d'alarme. Selon les renseignements qu'il avait reçus, des éléments du M23 demeuraient bel et bien présents à Uvira, dissimulés dans les quartiers, en tenue civile mais lourdement armés. Le gouverneur a qualifié le retrait du M23 de piège et de faux retrait. Il a appelé la population, les Ouazalando et les FARC à la prudence et à la vigilance. Mais sur le terrain, c'était déjà le chaos. Des scènes de pillage ont été rapportées dans toutes les communes d'Uvira. Des habitants se sont livrés à des vols dans des maisons de particuliers et dans des bureaux de services étatiques. La Direction générale des douanes et axes, DGDA, la Direction générale des impôts, DGI, la Direction générale de migration, DGM, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD, et l'Office congolais de contrôle, OCC. Le palais de justice a été vidé. Le port de Calindu a été pillé. Des bâtiments administratifs qui avaient été occupés puis abandonnés par le M23 ont été pris d'assaut par des pillards. Des coups de feu ont été entendus toute la journée. La population était terrorisée. Plusieurs paroisses catholiques, dont la cathédrale d'Uvira, n'ont pas pu organiser de messe dominicale. Quand une ville est privée de prières publiques, c'est souvent une ville livrée à l'angoisse. La société civile du Sud-Kivu, à travers sa présidente Néné Bintu, a publié un document appelant à la prudence et à la cohésion sociale. Elle a dénoncé les pillages perpétrés par le M23 avant leur départ, mais aussi les pillages commis ce 18 janvier par certains citoyens inciviques. Elle a également alerté sur les risques sécuritaires persistants et dénoncé des stratégies de division susceptibles de replonger la ville dans la violence. Dans l'après-midi du dimanche, des unités des FARC sont finalement arrivées et ont été vues dans plusieurs quartiers de la ville et au port de Calindu. Mais à ce stade, personne ne contrôlait réellement la situation. Corneille Nangaa, le leader du M23, a réagi sur les réseaux sociaux en disant « Ce que nous redoutions est désormais réalité. Règlement de compte, pillage des biens publics et privés, chasse à l'homme, tuerie ciblée, déplacement forcé de la communauté Tutsi, Banyamulenge et autres. » Le chaos était prévisible. Partie 3. Les FARC, une armée en échec. La situation à Uvira soulève une question fondamentale. Où étaient les FARC? Comment l'armée nationale congolaise a-t-elle pu laisser tomber Uvira en décembre? Et pourquoi n'ont-elles pas pu sécuriser la ville lors de sa libération en janvier? Pour comprendre l'échec des FARC à Uvira, il faut comprendre les faiblesses structurelles de cette armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo souffrent de problèmes chroniques. Manque d'équipements modernes, chaîne de commandement dysfonctionnelle, corruption endémique, morale des troupes au plus bas, et surtout un manque criant de formation et de coordination. Face au M23, soutenu par le Rwanda avec des milliers de soldats rwandais professionnels, des forces spéciales, des drones d'attaque et de l'artillerie lourde, les FARC étaient largement dépassés. Lors de la chute d'Uvira en décembre, les FARC se sont simplement retirés. Il n'y a pas eu de résistance prolongée. La ville est tombée en quelques jours. Les 200 000 personnes qui ont fait témoignent de l'ampleur de la débâcle. Mais les FARC ont essayé de reprendre l'initiative. Fin décembre, soutenus par les milices Ouazalando et par des troupes burundaises, les FARC ont lancé des contre-offensives au sud d'Uvira. Le 24 et 25 décembre, elles ont repris le village de Makobola à environ 15 km au sud d'Uvira sur la route nationale 5, après que les forces du M23 se soient retirées d'environ 8 km vers le nord jusqu'à Kigongo. Le 26 décembre, les deux camps se sont affrontés dans les collines autour de Kigongo et d'autres villages voisins. Les FARC ont bombardé 2 véhicules blindés du M23 sur la ligne de front et 2 bateaux motorisés au port de Calindu à Uvira, soupçonnés de transporter du matériel et des approvisionnements militaires pour une attaque du M23. Selon le média burundais SOS Media Burundi, un drone d'attaque des FARC opéré depuis Bujumbura, la capitale économique du Burundi qui sert de base arrière aux FARC au Sud-Kivu, a mené la frappe sur Calindu. Le M23 aurait abattu un avion de chasse des FARC au-dessus de Kigongo le 26 décembre. L'appareil était copiloté par un ressortissant russe. Le 15 janvier 2026, lors d'un point de presse à Baraka, le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud, lieutenant Rigan Buikalonji, a affirmé que les FARC avaient neutralisé 180 terroristes RDF-23FC durant 2 jours de combats consécutifs à la hauteur des collines Katongo dans le territoire d'Uvira et dans d'autres zones. Mais ces affirmations sont difficiles à vérifier indépendamment. Ce qui est certain, c'est que les FARC n'ont pas réussi à empêcher la prise d'Uvira et qu'au moment de la libération de la ville, elles n'ont pas pu assurer l'ordre et la sécurité.
Les FARC ont également accusé le M23 d'avoir pillé massivement avant leur départ. Selon le porte-parole de l'exécutif provincial du Sud-Kivu, Didier Luganiwa Bashizi, 34 camions chargés de goudron, de matériaux de construction et de tricycles ont disparu, acheminés vers le Rwanda. Du bétail a également été exfiltré des hauts plateaux. Le 3 janvier 2026, les FARC ont présenté à Kinshasa 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants de pays de la sous-région, capturés lors des combats au nord et Sud-Kivu. Selon le lieutenant-colonel Makazuke Mongba, il s'agit de nouvelles preuves de l'agression rwandaise. Parmi les civils arrêtés, il y avait des Burundais arrêtés à Uvira pour apologie du terrorisme et espionnage au profit du M23, ainsi que des Tanzaniens et des Ougandais. Ces révélations montrent l'ampleur régionale du conflit, mais elles montrent aussi que les FARC sont dépassés par une guerre qui implique des acteurs multiples avec des capacités militaires supérieures. Le rôle du Burundi est particulièrement important. Selon un rapport interne du ministère congolais de l'Intérieur et de la Sécurité, le Burundi a déployé plus de 29 000 militaires dans l'est du Congo, parmi lesquels environ 10 000 soldats restent encore sur le terrain. Ces troupes burundaises combattent aux côtés des FARC et des milices Wazalando contre le M23. Récemment, le secrétaire général du CNDD-FDD, le parti présidentiel burundais, Révérien Ndikurio, a confirmé que des militaires burundais sont toujours présents en RDC, se vantant même que nous y retournons quand nous le voulons, conformément aux conventions signées. C'est presque chez nous. Cette dépendance aux troupes burundaises révèle une vérité inconfortable. Les FARC seuls ne peuvent pas défendre le territoire congolais contre le M23, ses soutiens rwandais. Partie 4. La crise humanitaire, les oubliés d'Uvira. Pendant que les combattants se disputent le contrôle d'Uvira, la population civile subit les conséquences catastrophiques de cette guerre. Depuis le 10 décembre 2025, la frontière de Gatumba entre la RDC et le Burundi reste fermée. Cette fermeture a des impacts dévastateurs sur les deux côtés de la frontière. Les échanges commerciaux sont paralysés. L'accès aux soins de santé est gravement perturbé. L'éducation est interrompue. Uvira se trouve à quelques kilomètres seulement de Bujumbura, la capitale économique du Burundi où sont concentrées les agences des Nations Unies et l'administration centrale. Beaucoup d'habitants d'Uvira dépendent de Bujumbura pour les soins médicaux, l'éducation et le commerce. Plusieurs responsables d'écoles primaires et secondaires affirment que de nombreux élèves et enseignants se trouvent actuellement au Burundi et ne peuvent pas regagner Uvira. La reprise du deuxième trimestre est prévue pour le 6 janvier 2026, mais beaucoup de nos élèves et enseignants sont bloqués au Burundi. Nous demandons aux autorités burundaises d'ouvrir la frontière afin que nos compatriotes puissent rentrer pour suivre les activités scolaires, explique un chef d'établissement. Du côté burundais, certains travailleurs ayant exercé leurs activités à Uvira se disent également victimes de cette fermeture. Réfugiés temporairement au Burundi, ils n'ont plus de source de revenus. Les besoins humanitaires sont immenses. Plus de 200 000 personnes ont fui les combats autour d'Uvira en décembre. Ces personnes déplacées ont besoin de nourriture, d'eau potable, d'abris, de soins médicaux. Mais l'accès humanitaire est extrêmement limité. Le Programme alimentaire mondial a dû suspendre ses opérations dans plusieurs zones du Sud-Kivu. Les organisations médicales ont du mal à atteindre les populations dans le besoin. Les établissements de santé ont été pillés et vandalisés. Il y a aussi le risque d'épidémie. Avec des milliers de personnes entassées dans des camps de déplacés sans eau potable ni assainissement adéquat, des maladies comme le choléra peuvent se propager rapidement. Et puis il y a les abus des droits humains. Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols et d'autres violences sexuelles commis par le M23 dans les zones qu'ils contrôlent. Des défenseurs des droits humains, des journalistes et des activistes de la société civile ont été détenus, torturés et menacés. Le journaliste Honor David Safari a été enlevé à Bukavu le 28 décembre 2025 et retrouvé 3 jours plus tard dans un état critique dans un terrain vague près de Niantande, dans le territoire de Kabar. Son corps portait des signes de torture. Il a dû être hospitalisé. Reporters sans frontières a condamné cet enlèvement et a appelé les leaders de l'Alliance Fleuve Congo 123 qui contrôle Bukavu à faire toute la lumière sur cette attaque grave et à s'assurer que cela ne se reproduise plus. Entre janvier 2024 et janvier 2025, des acteurs armés ont pillé ou forcé plus de 25 stations de radio communautaires à fermer et ont mené plus de 50 attaques documentées contre des salles de rédaction et des journalistes au Nord Kivu. La situation humanitaire à Uvira et dans le Sud Kivu en général est une catastrophe et elle ne fait qu'empirer. Partie 5. Obaminaku, l'arrestation qui révèle une stratégie. Maintenant, passons à Kinshasa et à ce qui s'est passé dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2026.
Pendant qu'Uvira sombrait dans le chaos, le gouvernement de Félix Tshisekedi poursuivait sa campagne de répression contre l'opposition politique. Aubin Minaku Njala-Lanjoko, vice-président du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, et ancien président de l'Assemblée nationale de la RDC, a été arrêté à son domicile à Kinshasa. Les forces de sécurité sont venues dans la nuit. L'opération s'est déroulée dans sa résidence privée, selon des informations confirmées par plusieurs sources proches, dont des membres de son entourage politique et des témoins oculaires. Aubin Minaku a été emmené vers une destination inconnue peu après minuit. Des sources sécuritaires, qui ont requis l'anonymat, ont indiqué que l'intervention a été menée sans violence apparente, bien que la résidence ait été bouclée par des éléments des forces spéciales. Les motifs exacts de cette arrestation n'ont pas été officiellement communiqués par les autorités, mais elle s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour des figures liées à l'ancien régime de Joseph Kabila, qui est Aubin Minaku. Né le 27 novembre 1964 à Kinshasa, Minaku est avocat, magistrat et homme politique. Il a été président de l'Assemblée nationale de la RDC du 12 avril 2012 au 28 janvier 2019, pendant toute la période où Joseph Kabila était président. Il est un fidèle allié de Kabila et occupe actuellement le poste de vice-président du PPRD, le parti fondé par Kabila. L'arrestation de Minaku n'est pas un incident isolé. Elle fait partie d'une série d'arrestations qui ciblent les figures de l'opposition, particulièrement celles liées au PPRD et à Joseph Kabila. En décembre 2025, Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD et candidat malheureux à la présidentielle de 2018, avait été arrêté. C'est d'ailleurs Aubin Minaku lui-même qui avait révélé cette arrestation dans une déclaration sur X, anciennement Twitter, disant que Shadari avait été arrêté dans des conditions qui soulèvent de sérieuses inquiétudes et que le siège du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition de partis de l'opposition, avait été soumis à une fouille nocturne. Minaku avait alors condamné ces méthodes qui affaiblissent davantage la cohésion nationale et appelé les autorités à clarifier immédiatement la situation et à libérer Shadari. Mais quelques semaines plus tard, c'est Minaku lui-même qui a été arrêté. Le PPRD Diaspora a publié un communiqué exigeant la libération immédiate et sans condition d'Aubin Minaku, d'Emmanuel Ramazani Shadari et d'autres détenus politiques dont Dunia Kilanga, Parole Kamizolo et Onassis Kavul. Le communiqué exige également la cessation immédiate des arrestations arbitraires, enlèvements et intimidations visant l'opposition, le respect effectif des libertés publiques, du pluralisme politique et du droit constitutionnel à l'opposition, et l'ouverture d'un véritable dialogue national inclusif, sans exclusion ni persécution préalable. Le PPRD Diaspora a également dénoncé le silence des partenaires internationaux de la RDC, le qualifiant de complicité politique. L'arrestation de Minaku intervient dans un contexte politique extrêmement tendu. En mars 2025, des responsables du parti de Kabila avaient comparu devant un procureur militaire pour être interrogés sur des commentaires faits par Minaku le 26 février. À cette époque, Minaku avait dit lors d'un événement public « Le chef a dit « Nous devons être prêts à tout ». Quand le chef dit que nous devons être prêts à tout, chacun de nous, un membre du parti pur sang comprend, le temps du silence, des actions clandestines est terminé, maintenant c'est le temps des actions ouvertes. Ces propos avaient été interprétés par les autorités comme une incitation à la violence ou à la rébellion. Minaku avait alors nié tout lien avec le M23 ou d'autres groupes armés, disant qu'il adoptait une approche purement républicaine, pas de rébellion et qu'il dénonçait clairement toute présence illicite de forces étrangères. Mais le gouvernement Tshisekedi voit dans le PPRD et dans les figures liées à Kabila des ennemis à neutraliser. Partie 6. Kabila et Tshisekedi, la guerre politique à Kinshasa. Pour comprendre pourquoi Aubin Minaku a été arrêté, il faut comprendre la relation entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi et comment cette relation s'est transformée en confrontation ouverte. Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant près de 2 décennies, de 2001 à 2019. Son règne a été marqué par la corruption, la mauvaise gestion et les violations des droits humains. Mais il contrôlait fermement le pouvoir. En 2018, des élections présidentielles ont eu lieu. Ces élections étaient largement considérées comme truquées. Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur, mais beaucoup d'observateurs pensent que le véritable vainqueur était Martin Fayulu, un candidat de l'opposition. Un accord de partage du pouvoir a été conclu entre Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi devenait président, mais Kabila gardait un contrôle considérable à travers ses alliés au Parlement et dans l'appareil d'État. Le FCC, la coalition de Kabila, contrôlait l'Assemblée nationale. Mais cet arrangement n'a pas duré. En 2020, Tshisekedi a systématiquement commencé à retirer les alliés de Kabila du gouvernement. Il a formé une nouvelle majorité parlementaire,
marginalisant le FCC. Kabila se retrouvait de plus en plus isolé politiquement. Voici mon analyse personnelle. La Cour a également ordonné que Kabila paie 29 milliards de dollars en réparation Congo, ainsi que 2 milliards de dollars chacun aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon Human Rights Watch, ce procès avait toutes les apparences d'une vendetta politique. Les experts juridiques en RDC ont souligné que le procès manquait de preuves concrètes, était clairement motivé politiquement, mais la campagne contre Kabila et son entourage n'a pas cessé. En octobre 2025, l'Agence nationale de renseignement a arrêté Sekikuni, président du parti PIS pour l'alternance et l'émergence, et Théophile Mbemba, ancien chef de cabinet de Kabila. Ils avaient assisté à une réunion d'opposition organisée par Kabila à Nairobi. Ce qui se passe en RDC en ce moment n'est pas simplement une querelle entre Tshisekedi et Kabila. C'est un démantèlement systématique de l'espace démocratique, une fermeture progressive de toute possibilité de dissidence ou d'opposition politique légitime. En octobre 2025, le président Tshisekedi a proposé des amendements constitutionnels. Les groupes de droit et l'opposition,